Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Mallory Robreau, je suis déléguée aux affaires sociales et chargée de coopération pilote, c'est-à-dire que je coordonne les actions développées par les 24 communes de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, tout ce qui est en lien avec la branche famille de la sécurité sociale. Et donc, on mène des actions sur la CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. La santé mentale est la grande cause nationale de 2025. Les communes de la CASA ont ciblé dès 2024 le sujet de la santé mentale comme axe de réflexion et de travail en commun. Des actions ont donc été programmées dans ce sens, notamment sur le volet prévention et la notion de secouriste en santé mentale. Nous aurons l'occasion d'en reparler à partir de midi pour la seconde conférence. Le forum Vive le handicap ensemble qui se tient aujourd'hui au Palais des Congrès d'Antibes ne pouvait pas ne pas aborder le sujet de la santé mentale. Les handicaps sont multiples et souvent, la santé mentale des personnes en situation de handicap est mise à mal. L'année dernière, nous avions mis l'accent avec l'association 10 solutions sur les enjeux autour du trouble du neurodéveloppement et le cartable fantastique à destination des enfants. J'invite d'ailleurs les personnes qui n'ont pas pu voir notre conférence à regarder le replay sur la chaîne YouTube de la CASA. Cette année, nous avons souhaité poursuivre nos réflexions autour de ces troubles du neurodéveloppement en mettant l'accent sur la santé mentale et l'autisme. Pourquoi la santé mentale, c'est plus compliqué avec l'autisme? Avant de passer la parole à l'association Atypique, voici un bref rappel de quelques concepts et chiffres que j'ai pu recueillir auprès de la Maison de l'Autisme et Psychom. S'il vous plaît, c'est comme dans les aéroports. Dernier appel, Gilles San-José et Stéphane Amado, s'ils sont parmi nous. Alors, qu'est-ce que l'autisme? L'autisme ou trouble du spectre de l'autisme, on parle de TSA, est un trouble du neurodéveloppement qui se manifeste dès l'enfance et qui accompagne la personne tout au long de sa vie. Il se caractérise principalement par des difficultés dans la communication et les interactions sociales, ainsi que par des comportements et intérêts restreints et répétitifs. Chaque personne autiste est unique. Il existe une grande diversité de profils, de besoins et de modes d'expression. C'est pourquoi on parle de spectre. Par la notion de spectre, on ne fiche pas une personne autiste sur une échelle de un peu autiste et très autiste. Chaque personne étant différente, chaque trouble étant spécifique, le spectre permet de définir une place selon différentes capacités, le langage, la perception, les émotions, les capacités motrices. En France, près de 1 personne sur 100 serait concernée par l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme regroupe désormais différents diagnostics, autrefois distincts. On avait l'autisme infantile, le syndrome d'Asperger, on va notamment en parler aujourd'hui, l'autisme de Kanner, les troubles envahissants du développement, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres troubles qui sont souvent associés. Les problèmes de santé mentale sont les plus fréquents chez les personnes ayant un TSA que dans l'ensemble de la population. Ainsi, des chercheurs ont publié en 2019 une analyse de 96 études scientifiques montrant chez elles une proportion plus importante de personnes concernées par un trouble psychique. Voici les chiffres tirés de cette méta-analyse. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, mais une personne qui a un trouble autistique est plus anxieux de 20% qu'une personne qui ne l'a pas, qui sera de 15%. Les troubles dépressifs, c'est 11% contre 8%. Et par exemple, les troubles obsessionnels compulsifs, 9% contre 4%. D'autres études montrent qu'il existerait aussi une proportion plus élevée de personnes ayant un trouble des conduites alimentaires. Enfin, on constate chez les personnes autistes davantage de suicides comparé à la population dans son ensemble. Il n'y a pas de fatalité pour autant, chaque personne ayant sa propre trajectoire et pouvant trouver des manières différentes de préserver sa santé mentale. Alors, comment être accompagné avec un trouble du spectre autistique? Quand on est accompagné pour son trouble du spectre de l'autisme à l'âge adulte, cela peut avoir un effet positif sur sa santé mentale. L'association Atypique, ici présente, va ainsi pouvoir expliciter les différentes stratégies mises en place quand le diagnostic Asperger a été posé. Nous aurons également l'occasion de recevoir 2 témoignages de jeunes femmes. Je passe donc la parole à Alexandra, qui va animer avec l'association Atypique cette première conférence jusqu'à environ 11h40. Merci beaucoup, Mallory, pour cette introduction très complète.
Donc bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais donc laisser la parole à Victoria, ici présente, qui est membre du bureau de l'association, pour la présenter. Vous pouvez commencer, Victoria, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, l'association Atypique a été créée en 2017 par mes parents et Madame Goudard lorsque ma sœur a été diagnostiquée autiste Asperger, puisqu'à l'époque on utilisait encore ces termes. Parce que pour les personnes adultes, il n'y avait pas de solution mis à part l'hôpital psychiatrique. Sauf que l'hôpital psychiatrique n'était pas du tout adapté à ces personnes. Donc du coup, mes parents ont décidé de créer une association pour aider les personnes adultes qui sont atteintes d'un TSA. Donc aujourd'hui, on essaye de développer l'association à distance puisque on a beaucoup de demandes sur la France entière. Et on a ouvert aussi une annexe à Saint-Martin-Vésubie, où vit maintenant ma sœur et où de nombreuses personnes atteintes de TSA vivent. Donc, pour aider le plus de personnes, on essaye vraiment de se développer dans la France entière et surtout le département. Merci beaucoup, Victoria. Donc, comme vous avez pu le comprendre, il y a un réel besoin. Donc, c'est pourquoi maintenant, nous allons passer à la conférence avec Déborah, qui dans un premier temps va se présenter. Et ensuite, on attaquera directement le sujet. C'est à vous. Merci. Merci déjà pour votre accueil et merci à l'association Atypique qui aujourd'hui m'invite à les accompagner dans ce parcours qui me touche et qui éveille en moi cette sensibilité, voire hypersensibilité, qui est vraiment on va dire, le symptôme le plus proche de l'autisme. C'est à la fois cette hypersensibilité qui envahit, on va dire, l'être, et dans cet être envahi par ses pensées, par ces pensées non gérables. Le spectre de l'autisme, nous avons un panel infini de possibles. De possibles parce que la résonance chez un autiste est quelque chose de difficile, parce que coupé du corps, coupé des émotions, enfermé dans un corps prisonnier, le regard n'a pas pu se mettre en place. On a des références avec Artaud, qui est un acteur, poète, qui a vécu avec des troubles autistiques, mais qui à l'époque était diagnostiqué comme maladie mentale. La forte erreur, car la maladie mentale n'est pas chez l'autiste. L'autiste est enfermé dans un tas de possibilités, un tas de vie, un tas de profondeur qu'il ne peut trouver ce fil pour l'exprimer. Et nous, accompagnants, et ce que propose Atypique, c'est d'ouvrir tout ce potentiel et de le border avec amour et avec bienveillance pour aller à l'essentiel de chacun. Voici mon introduction en tant qu'artiste et en tant qu'observatrice du spectre de l'autisme. Je ne suis pas une spécialiste, dans le sens où ça va s'adresser à des neuropsychothérapeutes, à des neuropsychologues, mais mon regard va être un regard de cette hypersensibilité observée dans le métier de l'artiste et qui a pu la canaliser et qui a pu la rendre créatrice. La problématique dans l'autisme, c'est la difficulté de créer par cet afflux permanent de toutes ces pensées. Et plus la créativité devient source d'amour et de reconnaissance, et plus chacun prend sa place dans la société. Parce qu'être exclu d'une société qui ne nous comprend pas, c'est une souffrance insupportable. Et la difficulté, elle est là. Ce n'est pas le spectre de l'autisme qui doit s'adapter à la société, mais c'est que la société est invitée à s'ouvrir pour voir qu'il y a divers panels de personnes et qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un autre temps de repos pour pouvoir intégrer des choses, qui ont besoin d'un regard plus accueillant et pas percutant, parce que justement, pour revenir à ce que je vous ai dit en introduction, le regard et la difficulté profonde que l'autisme peut ressentir.
un regard est dangereux pour un autiste. Donc, accueillons-le dans toute sa beauté, parce que l'autisme est souvent très beau. On observe que le spectre de l'autisme fait des enfants magnifiques, extrêmement beaux, parce que justement cette esthétique est là pour témoigner « j'existe, je vis et j'ose aujourd'hui choisir de me réaliser ». Donc merci à des associations comme Atypique qui proposent des personnes atypiques, un peu comme moi, dans le sens où mon amour de l'art m'amène à l'amour de l'humain et l'amour de l'humain me ramène à la beauté de l'art. Je veux bien répondre à des questions, mais j'espère pouvoir être fidèle aux questions. Merci beaucoup, Déborah, pour cette approche très artistique. Donc, maintenant, nous allons aller en profondeur avec un petit tour sur les caractéristiques. Donc, pouvez-vous nous dire, Déborah, quelles sont les principales caractéristiques comportementales et sociales observées chez les personnes atteintes de troubles du spectre autistique? Alors, ce que mon regard a pu observer, c'est avant tout un retrait. Vivre dans sa bulle, c'est une protection. Mais à un moment donné, la protection devient enfermante et devient, on va dire, exclusion. Donc, le trouble le plus porteur de difficultés, c'est l'isolement. Arriver à philosopher cet espace de bulle pour être philosophe de sa vie est une ressource merveilleuse parce que il peut se passer une créativité dans le sens où ce n'est pas un isolement, mais c'est une solitude choisie. Dans l'autisme, où il n'y a pas un accompagnement bien présent, en fait, cela peut se transformer en isolement, d'où la difficulté et la souffrance insupportable pour ces petits corps et ces corps qui grandissent dans la société et qui ne sont pas accueillis dans la société. Donc l'isolement est quelque chose de fort et à mon regard, très observé pour les personnes atteintes du spectre autistique. Donc, très bien. Et dans cet isolement, en fait, on a les comportements. Les comportements sont des comportements avec des besoins de rituels, des besoins d'ordonner les choses pour certaines personnes, d'être très précis, d'être très méticuleux, d'être hyper perfectionniste par cette hypersensibilité. Donc, ça met plus de temps pour réaliser un projet, parce qu'il y a un besoin de remettre en question et de ne pas s'autoriser de réussir aussi. C'est quelque chose de très violent pour un autiste. C'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il produit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en théâtre ou en chant, j'accompagne par la métaphore. Parce que la métaphore permet de mettre en image quelque chose qui est ressenti, mais qui ne trouve pas le canal par rapport à l'invisible. On ne voit pas, mais on perçoit. Et en donnant une clarification par la métaphore et à l'image, on apporte un accroche. Et dans cette accroche, la personne atteinte du spectre d'autisme va trouver, on va dire, un appui. Et à ce moment-là, pourra ouvrir un espace. Très bien, oui. Donc dans l'accompagnement, nous allons le revoir, en tout oui. cas. Sur la troisième partie de cette conférence, on aura vraiment Atypique. Tout l'accompagnement qui va être en tout cas présenté au public. Il faut aussi que l'on parle des professionnels clés qui sont impliqués dans cette prise en charge des personnes atteintes de TSA, puisque c'est, je réduis, ça va plus vite, et quels sont leurs rôles respectifs surtout, quoi. Alors, le neuropsychologue, le neuropsychothérapeute, le psychiatre est le plus habilité, bien entendu, à recueillir, on va dire, le profil d'une personne autiste, parce qu'il y a tellement de degrés. Vous avez des autistes qui sont dans le mutisme, qui sont dans l'enfermement. Vous avez des autistes qu'on nomme à haut niveau, ceux qui viennent principalement à l'association atypique, qu'on appelait avant Asperger, mais sont des autistes à haut niveau où on ne voit pas le handicap.
Donc, en fait, pour répondre à votre question, le psychiatre, le neuropsychologue sont les personnes les plus amènes à diagnostiquer parce qu'il y a des tests, il y a une possibilité vraiment d'avoir un retour par rapport à une analyse et des tests qui sont essentiels pour pouvoir se reconnaître pour la donnée scientifique. Très bien, merci beaucoup pour cette précision, surtout et par rapport aux tests. Après là, c'est une petite question. Est-ce que ce sont des tests en termes de durée? Est-ce que c'est long? Est-ce que le diagnostic peut être fait rapidement ou Alors, de ce que je sais, c'est que le diagnostic, c'est très long, dans le sens où ça demande quand même un suivi. Mais je pense que Karen, qui connaît bien le sujet, a la possibilité de mieux répondre à cette question. Donc oui, bonjour Karen. Oui, donc en fait, en général, ça va être un neuropsychologue ou éventuellement un psychiatre, mais c'est souvent, on va passer par un neuropsychologue ou par le Centre Ressources Autisme, qui va se baser sur plusieurs professionnels qui vont faire passer des tests standardisés. Donc ça va se passer bien souvent sur plusieurs séances. Donc c'est vraiment des tests validés scientifiquement, où notamment on va calculer la reconnaissance des émotions, par exemple. On va avoir des tests d'empathie, même si pour l'empathie c'est un vaste sujet. On dit souvent que les autistes ne sont pas empathiques. Je pense que c'est extrêmement galvaudé et que ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus complexe que ça. On va avoir des tests de quotient intellectuel, où bien souvent les résultats des tests de QI d'une personne autiste ne vont pas du tout obtenir les mêmes résultats qu'une personne non autiste. En fait, bien souvent, on va avoir des scores qui vont être inégaux, parce qu'on peut être extrêmement fort d'un point de vue, enfin comme dans mon cas. Au niveau langage, je suis hyper verbale, très bonne à ce niveau-là, mais par contre, en culture générale, je suis tout à fait normale, quoi. C'est voilà, des variations comme ça, on peut être très très efficace sur certaines choses et d'autres tout à fait normaux entre guillemets, ou même limite en déficience. Et je mets plein de guillemets autour, quoi. Donc oui, il faut un petit temps quand même. Ça ne se définit pas comme ça. Et ce n'est pas en un regard qu'on va dire une personne est autiste, une personne n'est pas autiste. C'est pas possible. Et on ne peut pas dire qu'une personne est autiste ou pas du fait qu'elle regarde ou pas dans les yeux, etc. C'est d'une complexité énorme. Donc il faut des personnes qui soient formées. Très bien. Donc le diagnostic est essentiel pour définir forcément l'autisme. Ouais. Avant de répondre, j'ai envie de répondre de l'empathie. Excusez-moi, hein, il n'y a aucun souci. Le mot empathie m'a résonné tellement fort. L'empathie me semble accessible dans l'autisme parce que l'empathie, c'est la résonance. Et la résonance, plus on libère les tensions corporelles, les enfermements corporels, les prisons corporelles, plus la résonance invite un corps à se remplir de vie, se remplir de ce qu'il n'a pas pu observer à la naissance, le regard de la maman qui donne la vie au moment de l'accouchement et qui en même temps donne la vie par son regard de bienveillance et de fusion empathique. Comme ce regard n'a pas été observé, bien souvent, en fait, il peut, par justement le regard intérieur, revenir à cette essence et alors la porte de l'empathie s'ouvre magistralement. Bien. Je reviens à vous. Oui. Merci. Donc, quelles sont les conséquences et les effets au quotidien, notamment pour les personnes sans déficience intellectuelle, car il me semble que nous avons des personnes sans déficience intellectuelle et avec déficience. Donc là, on va parler sur sans déficience intellectuelle. C'est compliqué pour moi de vous répondre dans ce sens-là, parce que sans déficience intellectuelle, c'est un autre monde, c'est un autre canal. Et cet autre canal, en fait, permet justement une rencontre avec soi. Pour un plan plus scientifique, je m'adresse à Karen. En fait, déjà, il faut bien partir du point de vue que l'autisme est un spectre.
c'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire d'un côté les personnes avec déficience et les personnes sans déficience. C'est pas les bons autistes et les mauvais autistes déjà. Je pense que par contre, si on doit vraiment se focaliser sur nos problématiques à nous, c'est que l'autisme est invisible. Du coup, ça génère d'autres, je dirais, d'autres problématiques par-dessus celles qui existent déjà. C'est-à-dire que bien souvent, donc déjà, on va avoir des troubles au niveau de la communication, on va avoir des troubles sensoriels, on va avoir beaucoup d'informations qui vont transiter dans notre cerveau, ce qui fait que ça va générer énormément de fatigabilité. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'assez fatigant et stressant au quotidien. Mais en plus de ça, très souvent, on est confronté à l'absence, à l'ignorance en fait de la plupart des gens qui nous voient, de toute façon, même n'importe quel handicap invisible, je pense, est confronté à ça, qu'à partir du moment où un handicap n'est pas visible, la plupart des gens se disent bon, bah, c'est bon, la personne n'est pas handicapée. Or, il faut savoir qu'il y a quand même 80% des handicaps qui sont invisibles quand même. Donc voilà. Donc en fait, on va très souvent finalement se confronter à cette ignorance en fait, hein, qui est très 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 prégnante. En fait, on nous renvoie sans arrêt une image finalement de nous-mêmes qui est assez péjorative et qui contribue fortement au bout d'un moment à vraiment des gros problèmes de confiance en soi. Chose que je pense que globalement dans l'association, on peut voilà, quoi. La confiance, hein, c'est quelque chose qui est souvent vu comme il faut prendre confiance en soi, donc dans une forme de volonté, alors que la confiance, c'est souvent par les peurs. Et à force d'être rejeté, en fait, cette peur grandit dans le ventre, grandit dans tout le corps, et alors il y a une absorption totale de la confiance. Et c'est vrai que tous les accompagnements qui peuvent être des accompagnements thérapeutiques autres comme la sophrologie, l'ergonomie, c'était peut-être la question d'après, non ? Oui, mais je vous laisse continuer sans aucun problème. La transition était parfaite pour présenter les outils qui peuvent être mis en place particulièrement pour préserver, en tout cas, la santé mentale. Alors en fait, effectivement, la confiance dans le spectre de l'autisme est mal diagnostiquée parce qu'en fait, allez, va un peu plus loin, fais-toi confiance, pourquoi tu as mal comme ça? Mais non, allez, avance et tout. Non, envahi de peur, envahi de frustration, en fait, ça ne peut être exprimé. Donc l'ergothérapeute, le sophrologue, l'art-thérapeute, tout ce qui est vibratoire aussi. Je sais que maintenant, dans des salles de spectacle, on peut avoir des manteaux vibratoires pour ressentir la musique, pour vivre avec la musique. La musique, le cheval, l'équithérapie est excellente parce qu'il y a ce contact avec le fait de caresser, le fait de retrouver un contact. Parce que dans l'autisme, en fait, souvent, le contact est froissé. On ne peut pas toucher quelque chose de trop rigide ou quelque chose de trop doux. Il se passe des choses à l'intérieur. Donc, en fait, tout ce qui va être comme un accompagnement pour éveiller la sensibilité et, on va dire, permettre à l'hypersensibilité de trouver son réservoir de conscience va être bénéfique à des accompagnements thérapeutiques à côté de la médecine et de la science. Il y a plusieurs outils, effectivement, et l'important, c'est que cet outil soit adapté. On va passer au témoignage et ensuite à vos questions pour vous, public. Donc, le témoignage, ça sera Victoria et donc Karen qui vont, en tout cas, vous parler de leur parcours, d'un diagnostic qui a été tardif. Et voilà, donc je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous dire tout ça. Donc voilà, toujours Karen. Donc j'ai été diagnostiquée d'un TSA niveau 1 en juin 2021. J'ai 42 ans, donc j'ai été diagnostiquée à 38 ans. Au préalable, c'est la psychologue qui me suivait à l'époque qui m'a dépistée. C'est la première d'une longue série de psychologues que j'ai pu consulter depuis mon adolescence pour de l'anxiété, pour de l'anxiété sociale, pour des périodes où je voyais tout en sombre et en fait, il s'avérait que c'était des troubles anxio-dépressifs. Des moments où ça allait, des moments où ça allait moins bien. Souvent, finalement, confronté...
j'ai souvent consulté des personnes qui m'ont fait quand même du bien, hein, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais la première personne qui a mis éventuellement ce mot d'Asperger, en tout cas à l'époque, vu qu'on l'employait encore, c'est enfin cette psychologue qui s'avérait être psychologue en thérapie comportementale et cognitive, qui enfin dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. Enfin, à 38 ans. Alors, je vous épargne tout ce temps, je pense, quelque part un peu perdu, même si, après, est-ce que vraiment j'aurais été si loin si j'avais su? Je ne sais pas. En tout cas, à partir de là, à partir du moment où j'ai été dépistée, j'ai été voir une neuropsychologue spécialisée. Donc, pareil, il faut trouver un neuropsy, parce que tous les neuropsys n'ont pas les tests de l'autisme. Tous les neuropsys ne sont pas connaisseurs en matière d'autisme, donc ça, il faut faire très attention. Ensuite, de là, une fois donc, ce bilan, au bout de plusieurs séances, validé, donc j'ai galéré pour trouver une psychiatre. En plus, je ne sais pas si vous connaissez ce terrain-là, mais trouver un psychiatre aussi qui n'est pas overbooké, c'est compliqué. Donc c'était aussi un sacré challenge. En plus, oui, c'était en pleine période du Covid, donc c'était costaud. Et puis à partir de là, donc validation de la psychiatre. Là, je me redécouvre. Là, je m'autorise enfin à mettre ce mot d'autisme sur moi, pleine de cette représentation de l'enfant. Pardon pour le stéréotype, mais je crois qu'en fait, on a été beaucoup à la voir. L'enfant qui se tape la tête contre les murs et qui crie. Non, l'autisme, ce n'est pas que ça. Et en fait, même à l'association, je me suis rendu compte que c'est tellement plus, c'est tellement complexe en fait, que voilà. Depuis l'enfance, ce que j'ai connu, c'est cette sensation de décalage, c'est le harcèlement scolaire, c'est l'anxiété avant d'aller à l'école, où j'avais des nausées le soir, le matin, où tellement j'avais peur. L'anxiété sociale, au bout d'un moment, à force d'être rejetée par les gens. Une sensibilité tout le temps, qu'elle soit sensorielle ou émotionnelle. Donc, les troubles anxio-dépressifs qui se sont développés avec le temps. La fatigabilité, évidemment. Mais tout ça, c'est à force de se connaître où je me suis rendu compte et que maintenant, j'ai trouvé les bons outils. Et grâce au diagnostic, justement, grâce après tous les outils, toutes les adaptations, grâce à la rencontre avec Atypique, où j'ai pu rencontrer des gens comme moi, où j'ai pu rencontrer des super intervenants comme Déborah, qui nous permettent de prendre confiance aussi en nous et de voir que finalement, on n'est pas juste des extraterrestres et qu'entre nous, en fait, on se comprend très bien, bizarrement. Donc, c'est qu'il y a peut-être un petit souci aussi au niveau de l'inclusivité. Je suis allée travailler dans un cadre ordinaire, sauf que ce n'était pas du tout adapté à moi. Donc à l'époque, j'avais 24 ans, on ne savait pas encore que j'étais autiste. Je finissais souvent en arrêt maladie. Le soir, j'étais épuisée alors que je travaillais à mi-temps. Je n'arrivais pas à suivre les réunions, je n'arrivais rien à faire. Jusqu'à ce que je demande une rupture conventionnelle, puisque je n'arrivais plus du tout à suivre le rythme. Par la suite, j'ai voulu reprendre mes études. Entre-temps, j'ai été diagnostiquée autiste. Donc, maintenant, les écoles sont très, très bien faites, donc on peut avoir des aménagements. Donc, j'ai eu énormément d'aménagements pour pouvoir poursuivre mon master et faire aujourd'hui le métier que je fais. Donc, je travaille dans la communication et le marketing, ce qui est quand même assez étonnant pour une personne autiste qui a du mal à communiquer. Mais pourtant, depuis que je suis jeune, j'avais envie de faire ce métier-là. Donc ça vient peut-être de ma grand-mère qui elle-même a commencé à travailler dans la communication et le marketing petite. Du coup, je suis plutôt derrière les bureaux à m'occuper des réseaux sociaux, tout ça. Mais en allant à Atypique, en faisant des ateliers comme par exemple l'atelier voix, l'atelier théâtre, ça m'aide aujourd'hui à pouvoir réussir à décompresser, à être avec des personnes comme moi. Et surtout, grâce aux aides qui peuvent être mises en place par la MDPH, comme par exemple la remédiation cognitive, l'aide pour financer des ateliers thérapeutiques ou aussi à l'AGFIP qui aide à financer le matériel. J'arrive à travailler toujours à mi-temps, mais j'arrive à travailler sans finir en burn-out ou en arrêt maladie tous les 2 ou 3 mois.
Donc il y a vraiment des avancées qui sont faites, même si ce n'est pas encore terminé, qu'il y a encore besoin d'accompagnement. On arrive un peu à faire évoluer ce cadre. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour votre parcours. On peut les applaudir. Alors maintenant, c'est à vous public. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, je voulais vous poser la question parce que je suis grand-père d'un enfant autiste et j'aimerais bien savoir, je ne savais pas que l'autisme c'était du domaine aussi de la psychiatrie. Effectivement, ce que je vois avec vous deux, qu'il y a aussi des effets collatéraux par rapport à des traumas, je dirais, d'enfance que des non-autistes peuvent subir. Et je voulais juste avoir, si c'est possible, un peu la frontière entre la psychiatrie, la psycho et les autres traumas qui n'ont absolument pas un lien direct avec l'autisme, mais plutôt des effets collatéraux. Peut-être que je m'exprime mal, mais je découvre le sujet. Je vais commencer, puis Karen va. Dans la psychiatrie, il y a eu à un moment donné une direction qui n'a pas été juste, parce qu'on a aliéné le trop de pensées chez l'autiste à des pensées délirantes. Donc la psychanalyse a eu à un moment donné un travers par rapport à ça. Je peux en parler tout simplement parce que j'ai un DU en psychanalyse et voix, et en même temps j'ai travaillé sur très peu en DU sur l'autisme. Donc en fait, juste ces données-là, je peux un petit peu vous parler de ce travers qu'il y a eu à un moment donné. Quelques psychanalystes aujourd'hui ont baissé leur jauge par rapport à cela. Et on peut entendre que c'est vraiment un envahissement pressant des pensées qui font que les émotions sont décuplées. Et que la colère peut être trop excessive, l'exubérance aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui sort du réel et qui est dans un schéma d'exubérance totale et qui va créer des histoires et des histoires et des histoires pour arriver à être vu. Et ça, c'est par rapport donc à la psychanalyse. En psychothérapie, on est plus dans l'empathie. Le psychothérapeute a en principe une connaissance de la clinique de l'enfant et en psychopathologie, et donc va pouvoir faire des liens entre la psychopathologie de l'enfant, les besoins de l'enfant dans la strate de l'évolution, de ce qu'il a besoin de 0 à 3 ans, de 3 à 6, de 3 à 9, et à la préadolescence, et tout le chemin, qui va pouvoir donc donner une trajectoire par rapport à non pas des réactions déplacées, mais plutôt des comportements essentiels. Donc la psychothérapie va adoucir, on va dire cela, et après, bien entendu, en étant accompagné d'un neuropsychiatre bienveillant et de thérapie complémentaire, il est important, à mon sens, que les accompagnements démarrent le plus tôt possible. Tout simplement parce que ça va donner un espace pour éviter certains débordements qui pourraient se mettre en place, comme la scarification par exemple, comme le fait de vraiment se faire du mal par le corps, parce qu'il y a cette difficulté de communiquer qui fait qu'on va se faire mal pour qu'on voit à quel point j'ai mal. L'anorexie, la boulimie, tout ça sont des symptômes très importants que la psychiatrie a vu sur un effet psychotique, alors que ça n'a aucun rapport avec la psychose. C'est vraiment un enfermement, une impossibilité de communiquer. Si le parent ressent un blocage, une souffrance, parce que dépassé par ce qu'il se passe, parce qu'il y a des moments où il y a des crises très fortes. Donc en fait, des fois, on ne peut pas gérer ces crises-là. Donc moi, j'incite vraiment à ce qu'un parent arrive aussi à consulter quand il ressent un blocage, quand il ressent un besoin. C'est une aide supplémentaire pour l'enfant. Et en même temps, on peut découvrir soi-même qu'on a vaincu des blocages dans sa propre vie parce qu'on a aussi un petit peu des traces de quelque chose. C'est pas prouvé, mais c'est peut-être. Donc, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Moi, je travaille par métaphore, hypothèse, pour arriver à ouvrir un espace inconnu, un espace imprévu, parce que dans l'autisme, l'imprévu est quelque chose de très difficile à gérer. Donc, plus on est prévenu, mieux cela vaut, pour répondre à votre question. En tout cas, on tient à remercier Victoria, Karen et Déborah